Salut toi! Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet dont on parle souvent en hypnose, parce que l'hypnose thérapeutique c'est fait surtout pour traiter, pour aider, pour donner un outil, pour remettre les émotions dans un état neutre, mais surtout pour aider les gens à se remettre de situations douloureuses comme les traumas. Et c'est les traumas dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais expliquer de manière un peu plus détaillée que ce qu'on fait d'habitude comment est-ce qu'on soigne un trauma. Et avec cette vidéo, j'aimerais d'abord commencer par le fait de montrer ce que c'est qu'un trauma, qu'est-ce que c'est un trauma, et ensuite comment est-ce qu'on en sort. Alors un trauma, donc c'est un événement qu'on ressent comme traumatique, c'est une menace, c'est ce genre de choses. Enfin, c'est soit une menace de mort, soit une menace d'agression sexuelle, ou alors c'est quand on est confronté à la mort, ou qu'on est sous menace de mort, ou qu'on est confronté à une agression sexuelle, ou qu'on est menacé d'agression sexuelle. En fait, rien que la menace peut déclencher un état de stress post-traumatique, qui est le terme qu'on utilise, ESPT ou PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. C'est la même chose, hein, ESPT et PTSD. C'est l'état dans lequel on se retrouve après un trauma, la plupart du temps. On peut subir des traumas et ne pas être en état de stress post-traumatique ensuite. Et on peut être seulement sous la menace de quelque chose et être en état de stress post-traumatique. Donc les symptômes les plus courants de l'état de stress post-traumatique, c'est les flashbacks. Donc la personne qui a subi le trauma, elle revit la situation une fois que la situation elle est passée, dans n'importe quelle circonstance. En fait, la moindre petite chose peut la faire rebasculer dans ce flashback de quand elle a été agressée ou menacée ou ce genre de choses. Et ces flashbacks, ils sont hyper handicapants parce que, parce qu'un souvenir traumatique, c'est pas un souvenir pour aller à la plage, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose qu'un souvenir agréable, c'est quelque chose de très désagréable, c'est traumatique. D'une part, c'est envahissant parce que le souvenir est là tout le temps. Il peut revenir à n'importe quel moment, n'importe quelle chose peut faire revivre l'événement traumatique. Par exemple, j'entends une chanson, je suis victime de, disons, prenons cet exemple, si j'avais été victime de l'attentat au Bataclan, par exemple, et que j'entendais à la radio une chanson des Eagles of Death Metal, je crois que c'est comme ça que s'appelait le groupe, voilà. Et ben peut-être que ça me replongerait dans cet état de stress post-traumatique et que je ferais un flashback et ce genre de choses. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus anodines et qui peuvent déclencher un flashback. Par exemple, quand j'étais étudiante en psycho, il y avait un cours, je crois que c'était une option, je crois, sur le trauma, et je devais regarder... Oh, j'ai pas mis mon téléphone sur silencieux, pardon. Je devais regarder un documentaire sur des personnes qui avaient vécu un état de stress post-traumatique, et puis il y avait quelqu'un pour qui c'était revenu. Je crois que c'était un soldat qui était parti à la guerre, et son camp avait été attaqué alors qu'il était sous la douche. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il prenait une douche, il s'attendait à être attaqué. Et ça peut paraître anodin, le fait de prendre une douche, et finalement, ça peut être déclencheur d'un état de stress post-traumatique. Voilà, donc il y a ces flashbacks qui reviennent tout le temps. Le problème principal de ces flashbacks, c'est que c'est pas comme des souvenirs normaux, c'est pas des souvenirs comme les autres. Ces personnes ont vraiment l'impression
de revivre l'événement traumatique. Donc c'est très dur pour elles. Parce que à chaque fois qu'elles font ces petites choses anodines comme aller prendre une douche, elles revivent de manière hyper réelle les mêmes émotions, les mêmes sensations. Il y a même parfois des odeurs qui reviennent, certaines couleurs. Enfin, c'est quand même assez perturbant pour elles. Et du coup, les flashbacks, c'est en ça que c'est hyper envahissant et hyper handicapant. Le deuxième symptôme de l'état de stress post-traumatique, c'est l'alexithymie. Alors l'alexithymie, c'est quoi? C'est l'incapacité d'exprimer avec des mots ses émotions. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent, finalement. Et ils sont aussi coincés dans cet état où on a l'impression que ils sont vraiment sidérés, quoi. On a l'impression, quand ils racontent ce qu'ils ont vécu, il n'y a pas d'expression de tristesse, de terreur, aucune expression émotionnelle sur leur visage. Et d'ailleurs, si vous regardez le documentaire Netflix du 13 novembre sur les attaques qu'il y a eu sur Paris, sur les attentats qu'il y a eu sur Paris le 13 novembre, vous verrez que les rescapés racontent leur histoire vraiment avec, je dirais pas un détachement parce que c'est pas vrai, mais leur expression faciale est très figée. Et c'est à cause de ça, cette alexithymie. Pourquoi est-ce que quand on a subi un trauma, on ne peut pas parler tout de suite, qu'on n'arrive pas à en parler, qu'on n'arrive pas à exprimer nos émotions? C'est parce que quand on est victime d'une agression ou d'une menace d'agression, enfin d'une agression physique ou psychologique, il y a un endroit dans le cerveau qui s'appelle l'aire de Broca et qui... l'aire de Broca, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'aire qui contrôle la parole, l'expression de la parole. Et du coup, cette aire de Broca, elle s'éteint quand on est victime d'une agression. Du coup, c'est pour ça que les victimes d'agressions sexuelles généralement ont du mal à en reparler ensuite et qu'elles ne portent pas plainte parce qu'elles ne peuvent pas expliquer ce qui leur est arrivé. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est difficile aussi pour elles de dire non de manière définitive, ou de dire quelque chose, de crier, de se débattre ou ce genre de choses? C'est parce que il y a cet état de sidération qui fait que l'aire de Broca s'éteint, donc on ne peut pas parler en fait, ce n'est pas possible. Et du coup, ça provoque cette alexithymie qui fait que on n'arrive plus à exprimer ses émotions avec des mots, et c'est très handicapant parce que quand on essaye de défendre sa cause au tribunal, même devant les forces de l'ordre, montrer qu'on est traumatisé alors qu'on ne peut plus exprimer ses émotions, c'est compliqué. Et du coup, on est très difficilement, cru, quoi. C'est difficile d'être cru quand on n'arrive pas à exprimer ses émotions. Donc tout ça, c'est très très dur. L'alexithymie, c'est un truc... et l'alexithymie ne se retrouve pas seulement dans l'état de stress post-traumatique, il y a aussi dans plein d'autres situations. Par exemple, les dépressifs souffrent souvent d'alexithymie. Et il y a aussi les autistes, malheureusement, qui eux aussi souffrent d'alexithymie, parce que pour eux c'est difficile d'exprimer leurs propres émotions, même s'ils comprennent les émotions des autres. Non, c'est le contraire. Ils arrivent à comprendre leurs propres émotions, mais ils comprennent pas celles des autres, parce que c'est difficile de comprendre, d'interpréter le monde extérieur. Donc l'alexithymie, c'est très compliqué, et c'est très handicapant. Il y a aussi un symptôme qui est le symptôme d'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est quoi? Donc c'est lié au flashback, généralement. Donc c'est le fait que la moindre chose te fait sursauter, te fait te replonger directement dans le souvenir, te fait te sentir mal et jamais en sécurité.
un bruit trop fort, je sais pas, quelque chose d'inhabituel, une lumière, un flash, une odeur, la moindre petite chose fait qu'on se sent pas en sécurité. Et ça s'explique assez facilement quand on est dans une situation de survie. On a peur pour sa vie tout le temps. Et le moindre petit indice peut nous indiquer où est notre agresseur, où est le danger en fait. Et du coup, quand on a été, comment dire, sujet au danger, à l'agression, on a du mal à se sortir de cet état où le moindre indice peut être, comment dire, utile à notre survie. Donc c'est un peu compliqué. En fait, le cerveau est coincé en mode survie, complètement, totalement dans ce genre de choses. Enfin, ouais, il est complètement en mode survie. Donc c'est un peu compliqué. Je vais aller chercher les... comment dire, les symptômes de l'état de stress post-traumatique dans le DSM-5. Donc le DSM-5, c'est le manuel diagnostique des maladies psychiques, et ça aide vachement. Donc, les symptômes sont de 4 types. Donc la reviviscence, on en a parlé, c'est le flashback. Le deuxième, c'est l'évitement. Ah oui. L'évitement, c'est quelque chose qui arrive souvent dans l'angoisse. Les comportements d'évitement, c'est éviter certaines situations, tout simplement, pour ne pas avoir à revivre certaines choses, les flashbacks ou ce genre de choses. Et quand on a subi une agression, qu'elle soit psychique ou physique, il est très difficile de se replonger dans certaines situations. Je pense que si j'avais été dans un état de stress post-traumatique suite à un attentat au Bataclan par exemple, il me serait très difficile de retourner au Bataclan. Il me serait très difficile de retourner dans le quartier, ou de retourner à un concert, ou de retourner dans une foule, ou ce genre de choses. En fait, l'état d'évitement, c'est vraiment éviter les situations dans lesquelles on pourrait revivre l'événement traumatique. Et ça peut se comprendre aussi très bien, très facilement. On va aller vérifier aussi les critères diagnostiques. Donc, le SPT, ce qui est intéressant avec l'histoire de l'état de stress post-traumatique, c'est que il n'a pas été reconnu avant la guerre du Golfe, je crois. Avant, on pensait que le SPT, c'était un état qui était propre à chaque personne. C'est-à-dire que, comment dire, il y avait certaines personnes qui pouvaient le ressentir et certaines d'autres non. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte de plus en plus que quand on exposait des soldats à une situation de guerre, ils rentraient systématiquement avec un état de stress post-traumatique, et c'est grâce à la guerre du Golfe qu'on s'est rendu compte de ça, et que des millions de soldats ont été reconnus handicapés finalement. De nombreux vétérans de guerre ont été reconnus handicapés grâce à cette reconnaissance du manuel diagnostique à l'époque, pour reconnaître le SPT comme quelque chose non pas d'interne mais d'externe, c'est-à-dire l'exposition à la mort, à des blessures graves ou à la violence sexuelle, effective ou potentielle, d'une ou plusieurs façons suivantes. Donc je vais vous lister ce qui a marqué. Donc il y en a 4. Vivre directement l'événement traumatique, être témoin en personne de l'événement vécu par d'autres. Donc être témoin, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui était aussi choqué par les attentats du Bataclan quand ils regardaient les infos, parce qu'ils se disaient
Enfin, il y en a beaucoup qui se disaient ça aurait pu être moi, et du coup, être témoin, c'est parfois aussi grave que vivre directement l'événement traumatique. Apprendre que l'événement traumatique a été vécu par un membre de la famille proche ou un ami proche, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je sais que j'ai un ami qui était au Bataclan et ce genre de choses, ben ça peut me traumatiser. Donc c'est très très dur. Note, en cas de décès ou de danger de décès d'un membre de la famille ou d'un ami, l'événement doit avoir été violent ou accidentel. 4. Vivre une exposition répétée ou extrême aux détails pénibles de l'événement traumatique. Par exemple, les premiers intervenants ou les policiers. Et c'est ça qui était très intéressant quand j'ai regardé le documentaire Netflix sur le 13 novembre. C'est que il y avait les réactions des pompiers qui étaient sur place devant les cafés qui se sont fait mitrailler. Et eux aussi sont complètement sidérés. Il y avait une caméra ce jour-là, par exemple, parce que il devait y avoir un reportage sur les pompiers. Et au final, donc on a vu vraiment les premières réactions des pompiers qui prenaient en charge les victimes. Et on voit que eux aussi sont sidérés. On le voit dans leur visage que y a une espèce de dissociation qui se met complètement en place et que le fait d'aller aider ces gens qui une situation complètement inhabituelle, même pour des pompiers, dans ce métier, c'est absolument traumatique pour eux. Et j'espère qu'ils ont été bien pris en charge après tout ça. B. Présence d'un ou plusieurs des symptômes intrusifs suivants associés à l'événement traumatique ayant débuté après ce dernier. Un souvenir pénible, récurrent, involontaire et envahissant de l'événement traumatique. Donc voilà, c'est les flashbacks, hein, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc on va pas revenir dessus. 2. Rêves répétitifs pénibles dans lesquels le contenu et ou l'affect sont liés à l'événement traumatique. Voilà, c'est un peu pareil, c'est encore des flashbacks, mais c'est la nuit, donc c'est le souvenir qui se répète encore et encore et encore. 3. Réactions dissociatives dans lesquelles l'individu se sent ou agit comme si l'événement traumatique se reproduisait. Alors, qu'est-ce que c'est que la dissociation ? La dissociation, c'est le sentiment de ne plus être dans son corps et d'être séparé de lui, de vivre sa vie comme si notre corps était acteur de la vie et que nous, on était en arrière-plan, un petit peu comme un chef avec un pantin qui dirigeait nos actions, mais c'est comme si on ne faisait pas un seul. Et c'est extrêmement... ça s'explique par tous ces traumas, l'hypervigilance, les flashbacks, l'alexithymie, etc., etc. Le cerveau est coincé en mode survie, et du coup, c'est plus facile de ne plus ressentir les émotions, et d'ailleurs de ne plus rien sentir du tout. Du coup, on se dissocie de son propre soi. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. 4. Détresse psychologique intense ou prolongée à l'exposition des indices internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement traumatique. Donc voilà, tout ce qui peut ressembler à ce qui s'est passé à l'événement traumatique provoque une détresse psychologique, ce qui peut se comprendre. 5. Réactions physiologiques marquées à des indices internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement traumatique. Réaction physiologique, ça peut être de la catatonie, c'est-à-dire rester figé et complètement raide face à des événements. Il peut y avoir des crises de panique, il peut y avoir plein de choses, des pleurs, voilà, enfin ça peut être énormément de choses. Il y a des gens qui ont mal au dos, il y a des gens qui ont des cheveux blancs, il y a des gens qui ont de l'eczéma ou ce genre de choses, ou de l'hypertension. Et on sait même qu'un événement traumatique c'est tellement grave que ça peut changer notre structure ADN. Donc la branche scientifique qui s'occupe de ça et qui met ça en valeur, ça s'appelle l'épigénétique. Donc allez voir ça si jamais ça vous intéresse. C'est évitement persistant et des stimuli associés à l'événement traumatique ayant débuté après ce dernier, comme en témoigne une ou les deux manifestations suivantes. 1.
évitement ou effort pour éviter les souvenirs, les pensées, les sentiments pénibles à propos de ou étroitement associés à l'événement traumatique. Donc, l'évitement, simplement. Ou 2, évitement ou effort pour éviter les rappels externes qui éveillent des souvenirs, des pensées ou des sentiments pénibles à propos de ou étroitement associés à l'événement traumatique. Donc voilà, l'évitement il peut être de 2 sortes et c'est de cette manière-là. Des altérations négatives des cognitions et de l'humeur associées à l'événement traumatique. Ça, j'en ai pas parlé, mais oui, bon, enfin si, j'en ai parlé en parlant d'alexithymie, hein, évidemment. Mais il peut y avoir aussi une altération de l'humeur, comment on se sent, est-ce qu'on se sent plus triste, est-ce qu'on se sent plus en colère, est-ce qu'on est beaucoup plus stressé. Donc, incapacité de se rappeler un aspect important de l'événement traumatique. Refoulement, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des événements traumatiques dans leur enfance et qui s'en souviennent beaucoup plus tard, quand ils sont enfin adultes dans une situation stable et en sécurité. Ça s'appelle le retour du refoulé. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, hein, avec des événements traumatiques très graves de mon enfance. Le retour du refoulé, c'est quelque chose qui est très, comment dire, très classique, hein, dans les événements traumatiques. Se souvenir beaucoup plus tard de ce qui s'est passé, l'avoir oublié toutes ces années, c'est un mécanisme de défense très fort de refouler ce qui s'est passé. Donc voilà. Par exemple, donc il y a un truc entre parenthèses, typiquement en raison d'une amnésie dissociative et non d'autres facteurs tels que blessures à la tête, alcool ou drogue. Voilà. C'est pas dû à un facteur externe, une blessure à la tête, de l'alcool ou des drogues. C'est vraiment du refoulement pour vraiment se protéger du souvenir traumatique. 2, croyances ou attentes négatives persistantes ou exagérées à propos de soi-même, des autres ou du monde. Par exemple, je suis mauvais, on ne peut faire confiance à personne, le monde est complètement dangereux, mon système nerveux entier est définitivement ruiné. Voilà, tout devient négatif et on a du mal à se sortir de cette phase négative. 3, cognitions persistantes et déformées concernant la cause ou les conséquences de l'événement traumatique qui amène l'individu à se blâmer ou à blâmer autrui. État émotionnel négatif persistant, diminution marquée de l'intérêt ou de la participation à des activités significatives. Ça, la diminution de l'intérêt de certains de nos loisirs, ça c'est très significatif. Mon père est cambodgien, il a vécu un génocide, donc j'ai appris ce que c'était que le SPT plus tard. Donc je me suis rendu compte que mon père était en état de stress post-traumatique très très tard. Et je m'en suis rendu compte en lisant tous ces symptômes et en me rendant compte aussi que lui avait une diminution marquée de l'intérêt de certaines activités. De toute façon, il était intéressé par rien du tout à la fin. Et d'ailleurs, ce qui était significatif, c'est que, par exemple, mon père vient d'une famille de musiciens et il faisait plus du tout de guitare quand on était ado avec mon frère, quoi. Donc c'est vraiment un truc significatif. Enfin, ça a l'air de rien, mais au final, c'est significatif. 6, sentiment de détachement ou d'éloignement des autres. Ouais. 7, incapacité persistante de ressentir des émotions positives. Donc ça aussi c'est l'alexithymie, mais voilà, on peut ressentir tout ce qui est négatif, mais pas tout ce qui est positif. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses? Non, ça va. Altération marquée dans l'activation et la réactivité associée à l'événement traumatique. Comportement irritable et crise de colère. Comportement imprudent et autodestructeur, hypervigilance. Réaction de sursaut exagérée, problème de concentration, trouble du sommeil. Trouble du sommeil très classique chez les gens qui ont un ESPT, ça revient très très souvent. F, la durée de la perturbation est de plus que 1 mois. G, la perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement dans les domaines socio-professionnels ou autres domaines importants, donc c'est envahissant et handicapant. Et H, la perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance, par exemple médicament, alcool, ou d'une autre condition médicale. Voilà, ensuite ça parle de dépersonnalisation et de déréalisation,
qui sont deux symptômes très significatifs de l'état de stress post-traumatique. La déréalisation, c'est avoir l'impression que rien n'est réel autour de soi, et c'est un symptôme qui est significatif dans la schizophrénie. Et la dépersonnalisation, c'est le sentiment de ne plus être soi. Expérience persistante ou récurrente d'un sentiment de détachement et d'être un observateur extérieur de ses processus mentaux ou corporels. Voilà, on a vraiment l'impression d'être en dehors de son corps et de ne pas être maître de tout ce qui se passe. Bon, cette vidéo dure déjà plus de 25 minutes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo sur comment est-ce qu'on fait pour soigner ces traumas sous hypnose. Si c'est une vidéo qui t'a plu, n'hésite pas à poster un commentaire, à mettre un like, à t'abonner à cette chaîne, et surtout si tu sens que tu as un état de stress post-traumatique et que tu as besoin d'en parler, de voir si ça peut se traiter ou comment est-ce qu'on peut vivre avec, ou alors de manière un peu plus sereine, il est possible de m'appeler, c'est complètement gratuit. Il y a un lien Calendly dans la description et tu peux choisir un créneau pendant lequel je vais t'appeler, et ça n'engage évidemment à rien. C'est juste pour voir si tu as besoin de plus d'informations sur la manière dont je travaille, et si moi je peux voir aussi si je peux apporter de la valeur à ce que tu es en train de vivre actuellement. Voilà. Et ben, on se dit à la prochaine vidéo, à demain. Allez, bisous.